La guerre peut s'insinuer dans les États comme un voleur dans la nuit. La Russie est en état d'alerte maximale depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Selon le renseignement ukrainien, 127 000 soldats russes se sont rassemblés près des frontières de l'Ukraine. Une partie de la mobilisation fait partie d'un exercice conjoint avec la Biélorussie, mais les faits sur le terrain donnent à la direction russe la possibilité d'attaquer l'Ukraine de l'Est, du Sud et du Nord. L'avantage militaire de la Russie est écrasant. Elle pourrait assaillir l'Ukraine à très court préavis. Cependant, une attaque russe sur l'Ukraine avec pour mission de capturer la capitale Kiev déclencherait un conflit d'une ampleur non vue depuis l'Irak en 2003. Alors, comment se déroulerait une attaque russe sur l'Ukraine? Et quel serait l'objectif ultime de la Russie? Je suis votre hôte Shirvan et bienvenue sur Caspian Report. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par CuriosityStream, un service de streaming qui propose des milliers de documentaires de certains des meilleurs cinéastes du monde. C'est le Hulu pour les passionnés d'histoire ou le Netflix pour les nerds. CuriosityStream fonctionne sur la plupart des plateformes, il est disponible dans le monde entier et ils ajoutent fréquemment du nouveau contenu. Pour un aperçu supplémentaire de l'impasse Ukraine-Russie, jetez un œil à l'état du jeu dans la série L'Histoire de l'Europe et les derniers jours de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ces deux documentaires fournissent un contexte supplémentaire sur les motifs de la poussée vers l'ouest de la Russie. En utilisant notre lien ci-dessous, vous obtiendrez un accès illimité pour seulement 2,99 par mois ou juste 19,99 pour toute l'année. C'est une excellente affaire et une bonne façon de soutenir Caspian Report, car cela nous permet de créer plus de contenu. Si vous souhaitez tester, vous le pouvez. Un essai gratuit de 30 jours est proposé. Allez simplement sur curiositystream.com/Caspian et utilisez le code promo Caspian lors de l'inscription. Le bien-être d'une nation, sa paix et sa prospérité sont inatteignables à moins et jusqu'à ce que sa sécurité soit fermement établie. En Russie, la sécurité prime sur toutes les autres considérations socio-économiques. Parfois, ses intérêts de sécurité s'immiscent même dans les affaires politiques de ses voisins. Le Kremlin a une allergie particulière à la démocratie. C'est simplement sa façon de fonctionner. Que ce soit en Biélorussie, au Kazakhstan ou en Ukraine, la Russie ne peut tolérer un voisin gouverné démocratiquement. Une démocratie à sa porte chercherait inévitablement à se tourner vers l'Ouest pour développer sa légitimité et ses valeurs libérales, s'alignant au passage avec des institutions comme l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bien sûr, c'est ainsi que les Russes le voient. Que ce soit vrai ou faux n'a pas d'importance. Le Kremlin façonne sa politique étrangère selon ce paradigme. En Ukraine, la révolution de 2014 a instauré un régime démocratique à Kiev. Quelques années plus tard, l'Ukraine est maintenant dans sa phase finale d'un réalignement géopolitique en cherchant à rejoindre l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pourtant, ce qui fait de l'Ukraine un cas particulier, c'est sa géographie. Le terrain plat de l'Ukraine se fond sans problème avec le territoire russe. Aucune caractéristique géographique ne marque les frontières internationales. Si l'Ukraine rejoignait l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la Russie devrait augmenter ses dépenses militaires et agrandir la taille de son armée pour sécuriser son drapeau occidental. Au mieux, l'expansion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Ukraine ruinerait la Russie, tant sur le plan militaire qu'économique. Au pire, la présence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Ukraine menacerait l'intégrité territoriale de la Russie. La côte de la mer Noire en Ukraine n'est qu'à environ 750 km de la mer Caspienne. Une armée professionnelle pourrait traverser cette distance en un jour ou deux. Ce faisant, cela résulterait en un pont terrestre qui coupe le cœur de la Russie du Caucase du Nord, paralysant l'État russe. L'élément final qui donne de l'urgence à la crise ukrainienne est le timing. Kiev achète des armes stratégiques à gauche et à droite. Premièrement, elle dispose d'un stock croissant de missiles anti-chars fournis principalement par les États-Unis et le Royaume-Uni. Deuxièmement, l'Ukraine a également établi des installations sous licence pour produire des drones de combat turcs qui se sont avérés mortellement efficaces contre l'armement russe. Et troisièmement, l'Ukraine cherche à développer son propre programme de missiles,
capable de menacer le cœur de la Russie de la même manière que la Russie menace le cœur de l'Ukraine. Avec le temps, que ce soit dans 5 ans ou 10 ans, la prolifération des armes stratégiques rendra l'invasion de l'Ukraine extrêmement coûteuse. Le pays sera progressivement mieux équipé pour se défendre et abriter des armes pour frapper sur le territoire russe. Plus la Russie attend, plus elle repousse une invasion, plus l'Ukraine se renforce et plus les plans de bataille de la Russie deviennent coûteux. Aussi sombre que cela puisse paraître, il vaut mieux agir rapidement que d'hésiter jusqu'à ce que le moment d'agir soit passé. Comment la direction russe va procéder est une question que tout le monde se pose. Cependant, la menace est réelle, tant en termes politiques et géographiques qu'en termes de timing. Si le Kremlin décide de tenter sa chance et d'attaquer l'Ukraine, il y a quelques stratégies à adopter. Le plan de bataille le plus crédible provient de l'interception présumée par l'Agence centrale de renseignement des communications militaires russes au début de 2021. Bien que le contenu de l'interception reste classifié, des responsables de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, s'adressant au journal allemand Bild, ont résumé le plan russe comme suit. Si la guerre commençait, l'armée russe pourrait frapper depuis le Donbass à l'est, la Biélorussie au nord et la Crimée au sud. L'assaut se déroulerait en 3 phases distinctes, permettant ainsi des concessions diplomatiques. Après avoir pris une région spécifique, et si les négociations échouent, l'armée russe pourrait passer à la cible suivante et ainsi de suite, jusqu'à ce que Kiev répudie et que l'objectif politique de Moscou soit atteint. Dans tous les cas, la première phase devrait se concentrer sur le sud de l'Ukraine. Les chars et les troupes russes venant de Crimée prendraient la côte et encercleraient la ville d'Odessa. Pendant ce temps, une opération de débarquement amphibie russe couperait l'Ukraine de la mer Noire, tout en renforçant les lignes d'approvisionnement allant en Crimée. Fait intéressant, 6 navires amphibies russes ont quitté la mer Baltique à la mi-janvier, se dirigeant vers l'océan Atlantique. On pense que leur destination est la mer Noire, ce qui rend une attaque amphibie d'autant plus réalisable. Finalement, cependant, les Russes voudraient rejoindre leurs forces au nord d'Odessa et avancer jusqu'à la Transnistrie, une région séparatiste soutenue par la Russie et légalement partie de la Moldavie. En même temps, toujours en phase 1, les forces spéciales russes infiltreraient la partie sud du fleuve Dniepr. Leur mission serait de perturber la logistique ukrainienne traversant la rivière. Les vastes forces d'artillerie russes en Crimée coordonneraient leurs attaques avec les forces spéciales sur le terrain, immobilisant ainsi les forces ukrainiennes. De même, depuis l'est dans le Donbass, les troupes russes soutenues par l'armée de l'air prendraient un morceau de l'est de l'Ukraine, puis prendraient les villes de Dnipro et Zaporijzhia au bord du fleuve Dniepr. De là, les Russes seraient libres de progresser vers la Crimée et de former un pont terrestre continu allant du Donbass à la Transnistrie. Dès que le sud de l'Ukraine passerait sous le contrôle russe, le Kremlin commencerait à dicter les conditions d'une reddition politique. Si cela ne fonctionne pas, on passe à la phase 2. Venant du nord-est, l'infanterie mécanisée russe encerclerait la deuxième plus grande ville de l'Ukraine, Kharkiv. Soutenue par l'armée de l'air, l'armée russe avancerait sur Poltova et s'ancrerait près du Dniepr. Kharkiv et Poltova seraient encerclés. L'approvisionnement en gaz, électricité et nourriture serait coupé. Quelques semaines après le début du siège, les villes capituleraient probablement. Dans la deuxième phase, la Russie aurait pris une grande partie des territoires ukrainiens à l'est du Dniepr. Le deuxième tour des négociations commencerait, et si celle-ci échoue également, la Russie lancerait la troisième phase de son plan. Dans cette dernière poussée, les troupes russes chercheraient à prendre un morceau de l'ouest de l'Ukraine, mais traverser le Dniepr pourrait devenir délicat. La manière la plus sûre de traverser la rivière n'est pas de la traverser, mais de se déplacer de la Biélorussie vers l'ouest de l'Ukraine. En décembre dernier, le président Loukachenko a déclaré que la Biélorussie ferait tout pour ramener l'Ukraine dans le giron. Cela signifie que la Biélorussie servirait de plateforme de lancement, pas qu'elle aurait beaucoup de choix. Dans tous les cas, depuis la Biélorussie,
les troupes russes se déplaceraient vers l'ouest de l'Ukraine. Mais elles devraient contourner la zone de radiation de Tchernobyl et prendre d'abord la ville de Korostyn. En même temps, un second contingent russe se déplacerait de la Russie vers le reste du nord-est de l'Ukraine. Ensuite, en utilisant des tactiques typiques de mouvement en tenaille, les deux contingents du nord avanceraient simultanément sur Kiev. La capitale ukrainienne serait assiégée de l'est et de l'ouest. Maintenant, Kiev est un grand site métropolitain, donc les Russes attendraient probablement à l'extérieur et forceraient le gouvernement ukrainien à capituler. À la fin de la phase 3, environ les 2/3 de l'Ukraine passeraient sous le contrôle russe. Cependant, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi et l'Ukraine n'est pas une proie facile. Selon les chiffres officiels, elle dispose d'une armée permanente de 145 000 soldats avec environ 300 000 vétérans en réserve. L'Ukraine a également accumulé des armes et des munitions pendant des années, acquérant même certaines armes de haute technologie à l'étranger. Mais son arsenal n'est pas encore assez grand pour changer la donne sur le champ de bataille. La Russie, au contraire, dispose de systèmes d'artillerie, de roquettes et de missiles très performants. Sa puissance aérienne est considérable et elle possède la plus grande flotte de chars du monde. Les armes russes pourraient dévaster les unités militaires ukrainiennes à distance. En cas de guerre totale, l'Ukraine verrait des milliers de victimes dès la première heure et des milliers d'autres dans les jours suivants. Alors ne vous y trompez pas, les conséquences seraient terrifiantes et le choc provoquerait la fuite de millions de personnes vers l'ouest. Pourtant, pour la Russie, le véritable défi serait l'insurrection qui en résulterait. Selon un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev, 1/3 des citoyens ukrainiens sont prêts à prendre les armes. Ce sont des chiffres alarmants pour les Russes. Selon la doctrine militaire américaine, pour contrer avec succès une insurrection, la force d'occupation a besoin d'un ratio d'un contre-insurgé pour 20 résidents. Ajusté pour les 44 millions de citoyens ukrainiens, cela signifierait que les Russes auraient besoin d'au moins 325 000 bots sur le terrain pour occuper le territoire ukrainien tout en contenant une insurrection. Une force de cette taille n'est pas en préparation, ce qui implique que la Russie souhaite une victoire rapide et décisive plutôt qu'une occupation prolongée. La guerre en elle-même est un moyen d'atteindre un objectif politique. Pour les Russes, cela signifie contraindre Kiev à satisfaire la volonté de Moscou. Idéalement, cela serait la fédéralisation du gouvernement ukrainien. Ce faisant, cela préserverait l'intégrité territoriale du pays tout en sacrifiant sa souveraineté. Plus précisément, en installant un système fédéralisé, chaque région de l'Ukraine se verrait attribuer l'autorité de décider de sa propre culture, économie et liens étrangers avec les États voisins. Il ne resterait rien pour que le gouvernement central puisse gouverner. Moscou gagnerait la capacité de jouer sur les petites régions autonomes pour freiner les intérêts politiques de Kiev. C'est diviser pour régner, si vous voulez. Une Ukraine fédéralisée détruirait pratiquement tout le pouvoir central de Kiev, entraînant la fin d'un État ukrainien unitaire. Et bien que cette concession politique puisse sembler préférable à un conflit, dans la guerre, on ne peut être tué qu'une seule fois, mais en politique, on peut mourir plusieurs fois. J'ai été votre hôte Siobhan de Caspian Report. Si vous appréciez notre travail, commentez et cliquez sur j'aime. C'est facile et c'est gratuit, mais cela nous aide énormément avec l'algorithme de YouTube. Merci d'avoir regardé, Saul.